Peut-être quelques mots d'abord sur l'entreprise que vous dirigez, France Média Monde. On connaît peut-être 4, mais je crois qu'il n'y a pas que ça derrière. Représentez-nous rapidement, qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui que France Média Monde? Alors, France Média Monde, c'est la 3e société nationale de l'audiovisuel public. Il y a donc France Télévisions, Radio France, France Média Monde. Pourquoi média? Parce que c'est radio et télé. C'est une société qui est déjà fusionnée. C'est ça, sport commun, et qui a des chaînes. Donc en radio RFI, qui est en français et en 13 langues étrangères. Monte Carlo Doualiya, notre radio arabophone, ça veut dire arabe. Et puis France 24, qui est en 4 langues, qui est une chaîne de télévision en 4 langues, français, anglais, arabe et depuis un an, espagnol. C'est un groupe qui se porte comment aujourd'hui, puisque vous n'avez pas le critère de l'audience au quotidien, l'audimat en France. Vous êtes un rayonnement international. Comment est-ce qu'on juge du succès ou de la difficulté d'un groupe comme le vôtre? Par l'audimétrie aussi, parce qu'en fait, il y a des instituts de sondage qui ne sont pas que Médiamétrie, mais même Médiamétrie d'ailleurs fait des sondages internationaux. Et donc, en fait, on calcule comme BBC World, dont ici tout à l'heure, comme la Deutsche Welle, qui est l'opérateur allemand, comme d'autres opérateurs, on calcule notre empreinte. Votre rayonnement international. Oui, qui se calcule de manière hebdomadaire en cumulant des audiences linéaires, classiques, radio, télé, et puis l'empreinte numérique. Donc notre impact hebdomadaire, en moyenne en 2017, était de 150 millions de contacts chaque semaine. Toute langue, tous médias confondus. C'est un chiffre qui semble important quand on décide de raisonner en national, mais c'est un chiffre qui est sous-estimé parce qu'en matière de mesure d'audience linéaire, radio-télé, nous n'avons pas les moyens de mesurer tous les pays. Nous sommes dans 189 pays dans le monde et on a les moyens de mesurer un tiers, en termes budgétaires, tout simplement parce que plus on en met dans la mesure, moins on en a pour faire des contenus. Alors on a choisi les contenus quand même. Et donc, comme on mesure qu'un tiers, évidemment, on n'a pas l'audience mondiale en linéaire. Et puis, par ailleurs, on a aussi beaucoup de mobilité. Par exemple, les hôtels. On est dans des millions de chambres d'hôtel. On ne sait pas mesurer l'audience dans un hôtel. Or, par exemple, France 24 est une chaîne pour les voyageurs. Dans les avions, dans les aéroports, on ne mesure pas. Et puis, on a des radios partenaires. On a 1500 radios partenaires dans le monde. Qui reprennent quoi, des morceaux de ce que vous créez? Des grosses tranches, parfois même de RFI, par exemple, de Monte Carlo Doualiya. Et on ne sait pas les mesurer non plus. Donc, ce qui fait que quand je dis qu'on a une empreinte hebdomadaire de 150 millions de contacts, c'est pas, j'en rajoute pas en fait. Ça veut dire quelque chose. Quand vous vous comparez, on parlait de la BBC, je sais pas, BBC World ou autre. Où est-ce que vous en êtes où vous êtes dans un, quand vous vous comparez, vous en êtes où par rapport aux grands acteurs internationaux? Pour comparer, je pense de manière équitable, il faut mesurer l'efficience et non pas seulement l'impact. Si on a la moitié du budget de la BBC, en faisant moins de moitié d'audience internationale qu'elle, on est beaucoup plus efficient. Et on n'en est pas très loin, puisque BBC World, c'est-à-dire seulement la radio et le numérique, parce que la chaîne de télévision internationale de la BBC ne fait pas partie du budget qu'on connaît comme celui de BBC World. À BBC World, c'est plus de 400 millions d'euros. Deutsche Welle, c'est 350 millions d'euros. BBJ, ce sont les Américains qui regroupent Voice of America, Radio Free Asia, Radio Free Europe, Radio Sana, etc. C'est 700 millions de dollars. Et vous, votre budget, vous et nous, c'est 260 millions. Et donc, on a 15 langues. BBC, on avait, il n'y a pas très longtemps, encore 29, mais c'est vu doté d'aide publique au développement, un gros budget de 85 millions de livres sterling. À ne pas confondre avec les euros, parce que ça vaut encore plus d'euros, annuels, pour développer 11 nouvelles langues, notamment dans des territoires en Inde, en Afrique de l'Est, etc. Donc, les Américains ont 60 langues internationales. Nos amis allemands en ont plus de 30. Donc, si vous voulez, disons que c'est assez marrant de remarquer que c'est au Conseil de sécurité de l'ONU, les membres permanents ont tous des opérateurs audiovisuels internationaux. Les Chinois, vous n'en avez pas parlé encore, mais les Chinois... La Chine, la Russie, donc les Américains, les Britanniques, les Chinois et les Français, les 5 membres permanents,
ont des outils. Alors, nous, dans cette cour des grands, et les Allemands, qui ne sont pas membres permanents, ont aussi Deutsche Welle. On est loin, on n'est pas les premiers en budget, mais il y a franchement des zones où personne ne peut nous égaler. Parce qu'il n'y a aucun média international dans aucune zone qui réalise nos performances en Afrique, puisque 60% des 15 ans et plus en Afrique francophone regardent au moins une fois par semaine un des deux médias, RFI ou France 24. Donc cette performance-là, aucun média dans aucune zone ne l'a. Donc, alors, à la mesure de nos moyens, je pense que, et d'ailleurs si on rapporte le nombre de contacts à notre budget, on a un coût contact qui est le plus efficient de tous les médias internationaux. En termes de ligne éditoriale, et puis après on parlera du numérique, les médias internationaux comme ça, financés par des États, ont souvent été perçus comme des outils de propagande, hein, il faut le dire. Voice of America, Radio Free Europe, c'est des trucs qui ont été créés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour porter la bonne parole. J'imagine aujourd'hui que l'agence Chine Nouvelle dit plutôt du bien de la Chine que du mal. Vous, c'est quoi la ligne éditoriale et est-ce que vous êtes le bras armé de la France? Est-ce que vous vivez BBC World comme, par exemple, un média de propagande Non. Non. Eh bien... pour nous, on est vécu peut-être encore plus indépendant. On parlait tout à l'heure, je crois, d'indépendance. Alors, on a la chance d'être dans une grande démocratie. On est indépendant tant par nos financements, parce que la redevance, c'est pas n'importe quel financement, hein, c'est pas le budget de l'État, c'est une contribution payée par les citoyens. Moi, quand je suis à l'étranger, où les gens ont l'habitude d'avoir des chaînes gouvernementales, j'explique qu'on est une chaîne publique et que la différence entre une chaîne gouvernementale et une chaîne publique, c'est que nous sommes financés par les citoyens français qui payent leurs redevances. Je considère que c'est un lien direct entre citoyens et médias publics, qui ne passe pas par le budget de l'État tout à fait. Certes, c'est public, mais ce n'est pas le budget de l'État. C'est une recette affectée. Et ensuite, nous sommes nommés par une autorité indépendante, qui n'est pas... moi, je ne suis pas nommée par le gouvernement français. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour BBJ, les Américains, ou pour d'autres médias. Le patron de l'agence Chine Nouvelle, sans doute, je ne sais pas. C'est possible. Ouais. Je ne le connais pas encore personnellement, encore qu'ils nous démarchent énormément. Et ils font des bonnes choses, d'ailleurs. Il y a des choses qui sont intéressantes aussi. Il faut être... parfois dans la nuance, parce que... Il faut juger sur pièce. Oui, il faut juger sur pièce. Donc, ce qui fait que nous, on n'est pas perçus comme une chaîne de propagande. Dans les enquêtes qualitatives, on est même assez contents. J'ose en citer une, c'est pas très sympa pour les concurrents, mais on est tous copains quand même. Hein, mais, on a fait une enquête sur le Haoussa. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que le Haoussa? C'est une langue en Afrique, quelque part. Je ne vais pas te donner le nom du pays. C'est une langue qui est parlée par un certain nombre de personnes, plusieurs, qui est la langue du Nigeria, et en particulier dans la zone de Boko Haram. Et donc on a une rédaction d'RFI qui est à Lagos et qui parle Haoussa, et qui a même, qui a 7 millions d'auditeurs. C'est donc un beau résultat. On a fait un sondage parce que tout le monde parle Haoussa, les Américains, les Anglais, les Allemands parlent Haoussa. Et donc, dans les enquêtes qualitatives, il sortait que les plus indépendants, ceux qui étaient vraiment qui n'étaient pas une chaîne de propagande, et en plus qui étaient très intéressants et plutôt un peu marrants, c'était RFI. Donc, on était très fiers. Moi, je l'épingle dans mon bureau parce que c'est pas tous les jours qu'on a une mesure d'audience en Haoussa qui nous met numéro 1. Très bien. Voilà. Le numérique, qu'est-ce que le numérique change pour un groupe comme le vôtre et pour des chaînes comme France 24 ou RFI? Qu'est-ce que ça change? Alors, d'abord, ça ne change pas tout. Parce que nous, comme on est dans 189 pays, comme je vous le disais, on fait un grand écart technologique entre des pays qui sont hyper connectés, équipés, et puis l'onde courte, par exemple. Hein, il y a des zones, on est écouté en onde courte, et puis c'est pas 30% d'audience en radio, par exemple. Donc en permanence, on est obligé de raisonner. Le raisonnement que vous avez vu tout à l'heure sur le service public français, national, nous, on le multiplie par 189 pays. Et il ne faut pas se tromper, parce que si on a d'une échelle de diffusion sans en tenir un autre, on peut vite être rayé de la carte. Donc c'est un vrai métier en soi que d'être distribué. Alors le numérique, il nous donne une facilité. Par exemple, il y a deux types de barrières à l'international, des barrières politiques et des barrières économiques. Il y a des pays qui vous mettent un seuil d'entrée, par exemple, pour ne pas les citer, les États-Unis, pour monter sur le réseau câblé aux États-Unis, quand vous êtes une chaîne d'info non payante par définition, parce que l'info, ça se commercialise pas énormément. Je veux dire, une belle chaîne généraliste peut-être, l'info un peu moins. Elle est partout.
Donc un réseau câblé, c'est 1 million d'euros. C'est-à-dire qu'il faut payer pour que le signal soit repris par un diffuseur câblé. Exactement. Donc ils vous mettent une barrière qui fait que nous, on n'a pas les moyens, même si on est très bien noté en anglais, à l'égal de la BBC World, de BBC News en l'occurrence. France 24 a le même niveau de qualité aux États-Unis dans les notations qualitatives américaines. Mais on ne peut pas. Donc alors on va aller sur des OTT si on peut. Et on a bien sûr le numérique qui va être un relais de croissance. Évidemment qu'il n'y aura pas l'impact du linéaire, mais qui va nous permettre de pénétrer des territoires qui économiquement nous sont interdits. À l'inverse, le numérique n'est pas bienvenu partout. Il y a des grandes puissances émergentes qui mettent des barrières, y compris sur le numérique. Et donc, on est les rois des proxys pour contourner ça et réussir, du coup, à être accessible non à la diaspora pour certaines langues. Par exemple, le chinois. La diaspora nous aime beaucoup en chinois, mais même des nationaux parce qu'on arrive à contourner des obstacles. Mais donc, c'est donc une facilité quand même, c'est un relais de croissance. Par exemple, autre exemple, quand il y a Daesh qui se met en place en Irak, nous, on a 2 émetteurs de Monte-Carlo Doualiya. On en a un à Mossoul, un à Erbil. Quand on voit arriver le danger, on démonte les émetteurs, on les cache, parce qu'on n'a pas trop envie qu'à la place d'MCD, il y ait d'autres messages. Les pirates, ouais. Voilà, donc on les cache, nos émetteurs. Et pendant ce temps-là, ça permet quand même d'avoir une écoute numérique. C'est vrai aussi dans des pays qui n'autorisent pas, par exemple, les FM. Dans le Maghreb, il n'y a pas de FM. Bien sûr qu'il y en a, mais pas pour des radios étrangères. C'est le cas aussi en Arabie Saoudite. On n'a pas de FM en Égypte, par exemple. Et on a massivement des auditeurs, ou plutôt des internautes, en l'occurrence, qui viennent, du coup, consulter nos sites. Et donc, sur les 150 millions de contacts dont je parlais tout à l'heure, on a 43 millions qui viennent de nos environnements numériques, c'est-à-dire les environnements propriétaires comme les sites fixes, mobiles, les applis, mais aussi des réseaux sociaux qu'on convertit. Parce que la stratégie de France Média Monde, enfin celle que j'ai voulu mener dès mon arrivée, il y avait 2. Il y avait la mobilité et les réseaux sociaux. Aujourd'hui, quasiment 70% de nos fréquentations dans les environnements numériques proviennent de la mobilité, en tout cas largement plus de 60%. Et les réseaux sociaux, ça se passe pas mal. Je pense qu'RFI est la première radio sur Facebook, France 24 la première chaîne, sur YouTube aussi. Alors c'est un risque qu'on a pris, parce qu'on s'est dit, si on attend sagement dans nos environnements que les jeunes viennent nous voir, on peut peut-être attendre longtemps, surtout qu'on n'a pas tellement de budget marketing et publicité. Donc on s'est dit, on va aller là où ils sont. Donc là, vous avez été proactif sur les réseaux sociaux pour générer du trafic depuis Facebook ou YouTube. C'est ça. Et pas seulement depuis pour qu'ils reviennent chez nous, certes, il y en avait qui revenaient, mais aussi sur leur site même. Sur leur site même. Donc évidemment, on perd un peu la maîtrise et donc en effet, on est à la merci d'algorithmes et de répartition de recettes qu'on ne maîtrise pas parce qu'on n'a pas le poids des géants. Mais sans eux, je le dis, sans YouTube, sans Facebook, sans Twitter, je ne pense pas qu'on aurait la notoriété et l'impact qu'on a. Le reach, quoi, comme disent les Américains. Ouais. On fait très attention que le search marche aussi. Donc sur Google en particulier. Mais donc, moi, j'ai envie de dire que ce sont des partenaires. Alors je sais qu'on est le petit poussé partenaire de Mastodonte, mais on fait beaucoup de choses avec eux. On a lancé des choses, on a été des testeurs sur Instant Article, par exemple en arabe, grâce à nos médias en arabe. Donc on fait plein de choses, on s'adapte. On a des remontées de recettes publicitaires. Alors elles pourraient sans doute être plus importantes, mais c'est pas tellement facile non plus en linéaire, les recettes publicitaires à l'international. Donc moi, si je regarde le poids du numérique, qui représente à peu près donc un tiers, 43 millions sur 150, on va dire un tiers de votre audience. Ouais. Les recettes publicitaires sur le numérique aujourd'hui, elles représentent un tiers de mes recettes. Alors, soit c'est que les recettes linéaires ne sont pas assez fortes, ce que je ne peux pas croire, puisque Marianne Tiproudi, qu'on citait à l'instant, est aussi notre régisseuse, notre patronne de régie pour France 24. On a une régie interne pour RFI. C'est pas facile l'international en matière publicitaire et le multilinguisme.
Mais donc on arrive à se débrouiller. C'est pas toujours équitable. Je dirais qu'il y a des réseaux sociaux qui sont plus sympas en termes d'équité de la répartition de la valeur. Et je ne citerai pas lesquels, mais sauf si vous me posez la question. Donc on l'a vu sur France Info, il y a une coopération entre Radio France et France Télévisions. Est-ce que vous bien sûr, je dirais même que nous sommes les plus gros pourvoyeurs d'images de France Info, puisque nous sommes à l'antenne la nuit de minuit à 6h30, France 24. Que nous fournissons 3 journaux toute image, donc des journaux du monde par jour, que nous fournissons nos focus, nos observateurs, plein de magazines, que nous faisons 5 duplex par jour et que nous faisons parfois des breaking news. Vous faites partie de l'aventure aussi. Je vois qu'il y a le carillon qui est arrivé dans mon dos. Le carillon est là. Ça me rappelle une émission quand j'étais petite, ça s'appelait Chapeau. Il y avait quelqu'un qui arrivait derrière vous qui vous mettait un chapeau. C'était sur RMC. Bon. Marie-Christine, merci beaucoup. Je vous en prie. Et bonne continuation à France 24 et à RFI. Au revoir. Merci.